Les foreclosures, qu'est-ce que c'est? Comment profiter du marché des saisies immobilières aux États-Unis? Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Julien Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis real estate broker, agent licencié aux États-Unis, en Floride, agent licencié immobilier bien sûr. Je suis également promoteur immobilier, constructeur, investisseur. J'ai une expérience de plus de 10 ans en matière d'immobilier aux États-Unis et sur la Floride. Et je suis également promoteur dans la région du lac Piquid, dans le nord-est du Mississippi. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet dont on me parle régulièrement, que beaucoup de prospects et puis certains de mes clients connaissent puisqu'on travaille là-dessus bien sûr. C'est le monde des foreclosures, le monde des saisies immobilières. Alors déjà, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'une foreclosure. Une foreclosure, en fait, c'est que, à un moment donné, le propriétaire du bien, le landlord, comme on dit en américain, a eu une défaillance financière. Alors généralement, la majorité des foreclosures sont des foreclosures bancaires, c'est-à-dire que il y avait un emprunt bancaire sur la propriété et puis le propriétaire n'a plus payé son emprunt et donc la banque a utilisé son droit de saisie et a saisi le bien. Il y a également d'autres types de foreclosures. Typiquement, vous n'avez pas payé vos taxes foncières aux États-Unis, vous pouvez vous faire saisir pour ça. Il y a également d'autres choses. Vous êtes dans le cadre d'une copropriété, vous avez un appartement, un condominium, vous êtes dans une résidence privée, il y a des HOA, des Homeowner Insurance, des frais de copropriété. Vous ne les payez pas. Ces syndics de copropriété, pour dire la traduction française, peuvent vous saisir votre bien. Tout simplement, vous perdez le bien. Peu importe ce que vous avez déjà payé, si vous l'avez payé entièrement, c'est tant pis pour vous. Il fallait payer, puisque quand vous avez fait l'acquisition de ce bien, vous avez acté le fait que vous alliez payer, vous étiez au courant. On va se focaliser quand même globalement aujourd'hui sur cette vidéo sur les saisies bancaires. C'est la majorité des foreclosures, c'est celle aussi qui donne le plus de variété en termes de scénarios. Et j'essaie de vous expliquer tout ça. Alors déjà, comment est-ce qu'on trouve un bien en foreclosure? Alors, il y a des sites internet qui existent, Zillow.com, Hud.com, HomePass, Auction.com, donc plein de sites qui existent, qui vont répertorier les foreclosures. Maintenant, la réalité de ce marché, c'est quand même un marché de niche et c'est un marché local. Donc il faut travailler avec un agent qui connaît ce type de vente. C'est vraiment ma recommandation pour avoir une chance tout simplement d'acquérir ce type de bien. Nous, c'est notre cas. Moi, j'ai tout un réseau qui m'apporte ce genre de deal quotidiennement. Voilà, tous les jours, j'ai des deals de ce type-là. Alors, une grande partie de ces deals, je n'en fais rien. Je les jette parce que j'ai pas envie de les acheter. J'ai pas la capacité de les acheter, j'ai pas de clients qui veulent les acheter, ou la grande majorité d'entre eux, ce ne sont pas des bons deals. Mais vous pouvez déjà aller vous renseigner un peu sur internet et voir ce qu'il y a quand même pas beaucoup de choses intéressantes, et c'est vraiment une toute petite fenêtre de ce qu'il y a vraiment de disponible sur ce marché-là, qui est souvent un marché qu'on appelle un marché off-market ou parallèle, donc un marché vraiment où il faut faire des connexions, où il faut connaître les gens qui ont l'information, qui potentiellement ont le bien ou qui sont capables de faire en sorte de vous vendre le bien. Donc vraiment, je vous recommande de vous rapprocher surtout d'un agent licencié qui connaît bien son marché et surtout ce type de marché-là, ce marché des foreclosures, des saisies bancaires, qui est un marché particulier et donc peu d'agents travaillent là-dessus. Nous, évidemment, notre thématique, comme l'indique notre nom de notre chaîne, le nom de notre entreprise, Investir.us, on fait de l'investissement immobilier, donc évidemment que c'est une thématique qu'on connaît très bien et sur laquelle on a beaucoup travaillé. On fait constamment des accompagnements pour des clients sur ce type de bien et des accompagnements de A à Z d'ailleurs, parce qu'on reviendra bien sûr là-dessus dans la suite de la vidéo, mais généralement ces types de biens, il y a des travaux à faire et donc il faut bien sûr avoir un partenaire fiable pour l'acquisition, légalement que tout soit correct, être sûr qu'on acquiert bien le bien, avoir toutes les informations possibles avant l'acquisition, mais ensuite avoir une équipe pour faire quelque chose du bien. Ça, c'est quand même la suite logique des choses.
Alors on va dire qu'il y a trois catégories dans les foreclosures, trois scénarios généralement qui en ressortent. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les pre-foreclosure, c'est-à-dire que la saisie ne s'est pas encore passée, mais le vendeur, le propriétaire est déjà en défaillance. En fait, il faut comprendre qu'il y a des timings qui sont quand même de plusieurs mois, voire parfois plus longs que ça, quand vous signez un emprunt auprès de la banque, tout dépend du type d'emprunt. Et donc, bien, vous pouvez être en défaillance et ne pas payer votre emprunt depuis un certain temps sans vous être fait saisir légalement avant. Et donc, bien, des vendeurs qui ont conscience quand même de la gravité des choses et qui veulent arriver à s'en sortir, parce que pour eux, il y a un impact qui est énorme. Hein. Si vous faites saisir, vous savez, on a cette notion de crédit score aux États-Unis. Bon, bah, ces gens-là sont plantés pendant un moment pour refaire un emprunt, bien sûr, hypothécaire, un crédit hypothécaire, enfin un emprunt pour de l'immobilier. Ça peut les embêter pour plein de choses, hein, pour acquérir une voiture, pour se faire assurer, évidemment pour retrouver un logement même si vous êtes locataire, parce que tout ça, après, évidemment, il y a un jugement au tribunal, donc ça réapparaît. Vous savez, aux États-Unis, tout est public recorded. Donc avec le numéro de sécurité sociale, on voit tout. Sur les personnes. Donc ça ressortira à un moment ou à un autre. Donc ces gens veulent éviter le pire et souvent, enfin un certain nombre, sont en position de pré-foreclosure et donc on peut discuter avec eux. On va dire que c'est une grosse partie de nos leads, des prospects sur les biens que l'on arrive à ressortir. Nous, beaucoup sont en pré-foreclosure et donc on arrive eh bien, à trouver des biens par ce biais-là pour nos clients. Deuxième catégorie, les auctions. Donc là, c'est vraiment un système d'enchères. D'ailleurs, ça vaut pour les enchères bancaires, mais c'est également un système qui est utilisé par les counties ou les cities. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi des foreclosures qui existent, des saisies si vous n'avez pas payé votre taxe foncière. Et donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées aussi par les villes et les counties. Mais l'auction, on va dire que c'est encore autre chose. Nous, c'est quelque chose que l'on ne fera pas. Parce que on n'a pas beaucoup de rôle à jouer là-dedans. Il faut se mettre sur l'auction et faire une enchère comme quelqu'un qui viendrait acheter une voiture aux enchères. Pour moi, c'est aussi plus compliqué parce que généralement on n'a pas accès aux biens. Il y a beaucoup de gens souvent sur les auctions, c'est en ligne donc c'est facilement accessible. Voilà, c'est pas toujours facile de comprendre non plus parce que généralement si les gens n'ont pas payé leur taxe foncière, il peut y avoir d'autres choses qui n'ont pas été payées derrière, l'emprunt notamment, mais il peut y avoir les charges de HOA. Donc on peut se retrouver avec des surprises sur les auctions et il faut être très réactif. Il y a quand même beaucoup de risques qu'il y a à ça. Donc nous on connaît moins et je recommande beaucoup moins aussi pour toutes ces raisons-là. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle RIO, Real Estate Own. En fait, c'est un département au sein de la banque qui possède les biens. En fait, c'est que le bien est revenu à la banque. Donc là, on est post-foreclosure. La saisie a eu lieu. Le propriétaire a perdu son bien et donc le bien est revenu à la banque. Donc le titre de propriétaire est revenu à la banque. Et donc là, ils ont un département qui gère ça avec des gens compétents en matière d'immobilier qui revendent les biens. Et donc, ça, c'est aussi une bonne source pour nous de leads, de potentiel, de biens que l'on chasse pour nos clients. Les real estate own. Donc, pareil, c'est des marchés qui sont assez chassés. Il y a beaucoup de concurrence. Il faut être au bon moment, au bon endroit, avoir la bonne relation avec la bonne banque. Un petit peu moins évident que les pré-foreclosures. Il peut y avoir un petit peu plus de complexité administrative parfois, des conditions un peu plus compliquées. On va dire, pas de négociation ou ce genre de choses, mais très intéressant également d'explorer cette catégorie-là. Alors maintenant, venons au nerf de la guerre. Pourquoi est-ce que je viens de vous parler de ces foreclosures, de saisie immobilière? Pourquoi toute cette complexité? Pourquoi pas acheter un bien sur le marché traditionnel? Des gens qui vivent dans leur bien, leur maison, qui veulent la vendre. Vous êtes acheteur, la maison vous plaît, vous l'achetez. Parce que nous, on parle d'investissement immobilier. Donc le but, c'est de savoir mieux acheter, pour mieux revendre. Et nous, on veut battre le marché pour avoir des performances qui sont supérieures, pour tenir notre promesse à nos clients, qui est de travailler sur les deux grandes notions de l'immobilier, à savoir la prise de valeur des biens, la plus-value, mais également le rendement locatif. La réalité des foreclosures, des saisies immobilières, c'est que ce sont des deals extrêmement juteux. Ce sont des biens où il y a beaucoup de marge. Ce sont des biens qui sont largement sous-évalués par rapport à des biens du marché, parce que tout simplement les gens doivent s'en débarrasser. Donc vous avez des marges très importantes. C'est
courant que sur ce type de vente, vous ayez le bien 50% de sa valeur, moins 40% de sa valeur, moins 70% de sa valeur. Ce qui va aussi dépendre de la valeur, c'est la condition du bien, dans quel état c'est. Vous voyez, si on est post-foreclosure, c'est-à-dire que le bien est revenu à la banque, généralement il y a des mois, voire des années avant que ça se soit passé, et ben, le bien est en piteux état, forcément. Donc c'est pour ça que la valeur aussi a beaucoup perdu. Ce qui est très important, c'est de faire un calcul. Combien j'achète le bien? Qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans? Qu'est-ce que je dois mettre comme argent pour le rénover? Et où j'en suis à la fin? Qu'est-ce que je vais gagner? Je vous donne un exemple tout simple. On a fait un bien real estate own. Donc on a travaillé avec un département de banque. Le bien a été saisi, mais le bien n'a pas été occupé pendant 4 à 5 ans. On est en Floride, dans le sud-est de la Floride. Le bien est localisé à Sarasota. Belle petite maison, 3 chambres, 2 salles de bain à 10 minutes du centre-ville. Maison qui a été construite il y a 20 ans. Donc maison assez récente. Mais évidemment dans un état pas possible. Beaucoup d'humidité. Tout est en très mauvais état. Acquisition du bien par notre client, 225 000 $. Commission incluse. Revente potentielle du bien, 350 000 $. Travaux à prévoir, 70 000 $. Donc, en tout, on est sur un projet à 300 000 $. Et d'ailleurs, il y a 2 stratégies qui existent en matière de saisie immobilière, de foreclosure. C'est fix and flip, acheter, rénover, revendre, ce qu'un certain nombre de clients choisissent, ou buy and hold, acheter pour garder le bien, pour construire un patrimoine, répéter ça et générer du revenu locatif. Et puis, down the line, comme on dit, dans quelques années, dans quelques mois, revendre bien sûr ce bien lorsque le cycle sera plus intéressant. En ce moment, la meilleure stratégie, celle que je vous recommande, celle que je m'applique, celle que je dis à tous nos clients qui m'appellent, à tous nos prospects qui me parlent de la Floride, oui, on peut faire ça, on peut gagner de l'argent, mais buy and hold, pas de fix and flip en ce moment. Très bon marché à l'achat, très mauvais marché à la vente. Donc achetez, rénovez, mettez un locataire et on peut trouver des biens qui correspondent vraiment à ça, avec des revenus locatifs intéressants. Petite maison bien située, des multifamilies, des immeubles aussi, ça se trouve. Et puis, lorsque le marché sera vraiment un marché de vendeurs, revendez au bon moment. Mais entre-temps, vous aurez collecté vos loyers, vous aurez un bien qui aura été généralement refait à neuf, parce qu'on a un budget de travaux qui est important. Ce qui est intéressant, moi ce que j'aime avec les foreclosures, c'est qu'on repart presque d'une feuille blanche. Alors on garde la structure, on garde quand même un certain nombre de choses, mais globalement, tout ce que l'on va montrer au final à un locataire ou à un acheteur, c'est refait. Les murs, les sols, les plafonds, les cuisines, généralement ça c'est en tel mauvais état que ça dégage. Et ça fait partie du budget rénovation. Parfois, on va beaucoup plus loin que ça. Hein. Ça nous arrive, bien sûr, d'ouvrir les parois, de regarder l'électricité, la plomberie. Mais globalement, ne serait-ce que l'aspect esthétique du bien, il est complètement revu. Donc, c'est très attractif pour un locataire immédiatement. Donc, on sécurise un rendement locatif intéressant. Et puis, malgré tout, si on revend dans 3, 4, 5 ans, ça reste des investissements intéressants pour des acheteurs futurs parce que le bien a été rénové il y a très peu de temps avant. Alors, il y a quand même le revers de la médaille. Tout ça, c'est bien beau. C'est beaucoup de potentiel, une opportunité financière très importante, et c'est réel, oui. Quel est le revers de la médaille? Le revers de la médaille, c'est qu'il y a des, bien sûr, complexités derrière ça. Il faut vérifier le titre de propriété. Dans tous les cas, il ne faut pas acheter un bien qui ne soit pas un warranty deed, acheter l'ensemble du panel de ce qu'un avocat peut vous offrir en termes d'abstract, c'est-à-dire de recherche sur le titre, regardez que les permis soient fermés, qu'il n'y ait pas de problématique particulière ou de dette qui a été oubliée sur le bien. Vous savez, aux États-Unis, les choses se transmettent avec les titres. Donc, s'il y a des problèmes aujourd'hui que vous achetez, ça sera vos problèmes à vous. Ok? S'il y a des problèmes, les choses peuvent être curées en amont. La deuxième chose, c'est évidemment sous-estimer les travaux possibles. Je viens de vous en parler, les travaux, c'est crucial. Et effectivement, c'est ce qui va faire que le deal va être juteux, va être intéressant ou ce qui ne va pas l'être. Un autre point très important là-dedans, c'est l'aspect financier. Ce type de deal est possible uniquement dans 99% du temps. Le 1%, je me le laisse, mais je ne l'ai jamais vu. Peut-être que c'est possible de le faire avec financement, mais autrement, c'est que du cash. Il faut être prêt avec son capital. On veut faire un projet avec une acquisition d'une maison
pour 225 000 $, il faut avoir 225 000 $ prêt tout de suite. Et ça va très très vite. Il faut être prêt à montrer sa preuve de fonds, visiter aujourd'hui, être prêt à signer aujourd'hui, et la vente se fait dans 7 jours. Donc il faut être très rapide sur les foreclosures. Comme vous le comprenez, les vendeurs sont dans des positions difficiles, ils peuvent se faire saisir parfois à tout moment. Donc il faut être capable vraiment, de montrer qu'on a la capacité financière d'acquérir le bien, être capable de visiter le bien rapidement, prendre une décision pour se mettre sous contrat rapidement parce qu'il y a souvent beaucoup de concurrence, et puis ensuite être capable de faire le closing, la vente très rapidement. Parfois les closings se font en 7 jours, le travail légal de recherche sur le titre d'abstract est prêt, le titre est propre, tout a été curé, et donc il n'y a plus que la vente à faire, et donc ça peut aller très très vite, évidemment, et donc il faut être prêt à cela. Mais voilà, c'est un peu le revers de la médaille, on va dire, sur les foreclosures. Il y a forcément une part de risque qui est plus importante sur ce type de bien, parce que parfois les biens ont été abandonnés depuis un certain temps, donc même si on fait une visite, qu'on essaie de regarder tout ce qui va pas, si on fait faire une inspection, qu'on vient avec un inspecteur, ce qui n'est pas toujours possible, parce qu'un inspecteur, il faut parfois les booker 2, 3, 4 jours avant, et parfois il faut aller sur le bien, on a l'offre, on a le deal le matin, on sait que ça à vendre le matin, on a l'information, il faut être là-bas dans les 2-3 heures qui suivent, il y a plein de vendeurs qui sont déjà là-bas, parfois il y a 1 heure précise pour visiter le bien, donc ça va très vite. Donc c'est ça, il faut vérifier le plus que l'on peut, mais il y a toujours un risque qui est plus important parce qu'on voit pas, on peut pas tout voir, tout vérifier sur ce type d'acquisition. Donc voilà, il faut prendre en considération qu'il y a cet aspect-là. Malgré tout, si parfois il y a des surprises, des déconvenues, ça reste quand même toujours des affaires extrêmement profitables parce qu'il y a beaucoup de marge sur ce type d'acquisition. Alors, je vais vous donner quelques astuces. Comment est-ce que je fonctionne quand j'analyse si une affaire est bonne en foreclosure. Évidemment, je regarde surtout si le client recherche pour faire un fix and flip, c'est-à-dire un achat, rénovation, revente, la rotation sur le marché, en combien de temps est-ce qu'on peut espérer revendre le bien. Je regarde bien sûr la valeur potentielle après rénovation, ce qu'on appelle ARV, After Renovation Value. Ça, c'est important de le regarder. Et puis évidemment, on regarde aussi toujours les exits B. Parfois, c'est sur notre exit A, c'est-à-dire la mise en location. On recommande toujours aux gens de faire une acquisition aussi pour penser à relouer. Si jamais le marché est pas aussi bon pour la revente, il faut toujours avoir un plan B. Souvent, encore une fois, et c'est ce que je recommande aujourd'hui dans vos recherches, mettez-vous en tête de rechercher des biens pour les louer plutôt que pour les revendre. Je pense que vous n'obtiendrez pas la pleine valeur de ce que ça peut valoir, de ce que ça a pu valoir aussi, parce que les marchés se sont un peu contractés en Floride, très bon à acheter encore une fois, beaucoup moins à revendre. Donc important de faire une analyse de locatif potentiel, voir combien est-ce qu'on peut obtenir en termes de loyer. Bien sûr, il faut regarder aussi l'extérieur global du bien, son attractivité, le type d'architecture, le design. Est-ce que c'est quelque chose qui apporte de la valeur ou plutôt qui n'en apporte pas. Regardez le quartier, la rue, c'est très important. Évidemment, on n'est pas juste là pour faire des analyses macro, mais il faut quand même regarder aussi des choses beaucoup plus locales. Ça, c'est évident. Et puis, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est faire cette liste de travaux, être capable vite de travailler sur un pricing, en tout cas avoir une fenêtre au bas, à combien est-ce qu'on va s'en sortir pour tous les travaux. Donc là, il n'y a que quelqu'un d'expérimenté qui a l'habitude de faire beaucoup de travaux qui peut vous dire à combien ça peut sortir. Nous, c'est une de notre facette, évidemment. On travaille, nous, aux États-Unis depuis une décennie, qu'on price des travaux pour nos clients ou pour nous-mêmes, puisqu'on fait de la construction et de la rénovation depuis très longtemps. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. D'un coup d'œil, on est capable quand même rapidement d'avoir une idée globale de combien d'argent il va falloir injecter pour que le bien soit de nouveau habitable et surtout donc ça soit sexy pour un locataire potentiel ou pour une future revente. Alors, ma stratégie globale pour travailler sur des foreclosures, des saisies immobilières, déjà, première chose, connecter avec un agent spécialisé qui connaît ce type de deal, ce type de bien à acquérir. J'en fais partie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez le feeling, si vous pensez que je peux vous aider. Je serais ravi de pouvoir regarder ce qu'on peut trouver sur la côte ouest de la Floride en termes d'acquisition sur de la saisie immobilière. Deuxième chose qu'il faut bien sûr vérifier, c'est qu'on a les fonds disponibles, qu'on a des fonds disponibles immédiatement. Pas des fonds qui sont sur un compte bloqué qu'on pourra débloquer dans 3 semaines. Non, des fonds qui sont sur un compte chèque qu'on peut envoyer demain si on a besoin. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, chaque contrat, on met toujours une preuve de fonds
un imprimé écran de votre compte bancaire pour montrer que vous pouvez faire l'acquisition en cash. C'est ce qui est toujours demandé. Il faut être réactif, c'est très important d'être disponible pour ce type d'acquisition. Alors ça peut paraître on peut se sentir un peu essoufflé, surtout si on est en Europe et qu'on fait une acquisition aux États-Unis. Bah oui, il faut être un peu plus disponible pour les jours de l'acquisition, être sûr que on soit réactif pour pouvoir faire cette acquisition, c'est crucial. Il faut être capable aussi de dire non, c'est très important de dire non sur ce type de deal. Il peut y avoir beaucoup de deals disponibles, il peut y en avoir peu, mais il faut être patient pour trouver quelque chose qui correspond vraiment. Moi, comme je vous le disais au début de la vidéo, 90% des biens que je vois passer, et probablement plus que ça, ne m'intéressent même pas. Ceux que je visite, c'est-à-dire ceux qui vont déjà tirer mon intérêt pour que je prenne ma voiture et que je conduise et je prenne du temps, sont vraiment une minorité, et ceux sur lesquels on fait une offre, encore moins. Évidemment, quand je fais une offre, c'est pour gagner l'offre, donc comprenez aussi que vous pouvez être dans des positions où la négociation est inexistante parfois, et ça ne veut pas dire que ça sera un mauvais deal, mais ça peut arriver. Parfois on travaille aussi avec des intermédiaires qu'on appelle des wholesalers, c'est-à-dire des gens qui ont le contrat et qui font seulement de la substitut de contrat, donc qui flippent le contrat entre guillemets, et donc ces gens-là souvent ont des fenêtres de négociation qui sont inexistantes ou extrêmement faibles parce que leur marge se calcule en quelques milliers de dollars, mais donc ils sécurisent la vente par ce biais-là. Donc voilà, il y a un petit peu... quelques ficelles évidemment à connaître aussi. Je vais pas non plus tout vous dire parce que ça fait partie de l'expérience que j'ai aux États-Unis. En tout cas, il y a toujours de l'argent à faire sur ce type de deal là. Et pour moi aujourd'hui, c'est une très bonne stratégie pour construire du patrimoine, acheter, rénover, louer, encaisser les loyers, et puis dès que le marché sera favorable, tirer un maximum de valeur de ces biens que vous aurez acheté beaucoup moins cher que le marché aujourd'hui. Un marché qui s'est déjà encore une fois renfermé, recentré un petit peu sur lui-même en Floride. Donc vraiment des belles plus-values à venir, mais il faut être un petit peu patient pour l'instant. En tout cas, une seule adresse si vous voulez aller plus loin sur les saisies immobilières, contact@investir.us. Vous m'écrivez, je vous mets un lien aussi en description de la vidéo, vous m'écrivez, vous remplissez le formulaire, je vous recontacte sur 24 à 48 heures. Surtout, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, et puis abonnez-vous bien sûr à la chaîne. Bye bye.